Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast Women Care avec lequel on va tenter de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Aujourd'hui je suis avec Kevin. C'est moi. Moi je m'appelle Agathe pour les gens qui me connaissent pas du coup. Et on va vous parler de l'évolution du féminisme. Mais du coup avant de commencer, on tient à préciser que c'est un thème extrêmement général qui veut finalement un peu tout et rien dire. Donc sachez que évidemment on a essayé de parler de choses dont on parle pas forcément en France ou en cours, mais on peut pas tout aborder, surtout que notre podcast est censé être un format plutôt court. Donc voilà, soyez indulgents, et puis c'est parti. Alors, tout d'abord, on va commencer en définissant le féminisme. Donc, selon Larousse, le féminisme, c'est un courant de pensée et un mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. On va se concentrer sur l'histoire en général maintenant. Alors, on a essayé de vous faire quelque chose de structuré, mais le problème, c'est que le féminisme n'a pas évolué partout pareil. Donc, on va déjà commencer avec une vision plutôt occidentale et on parlera par la suite d'autres formes d'évolution du féminisme. Alors, du coup, le terme féministe est apparu pour la première fois au 19e siècle. Faut savoir que la première personne à l'avoir mentionné, c'est Alexandre Dumas fils, donc le fils d'Alexandre Dumas, comme son nom l'indique, qui était du coup écrivain comme son père. Et comme vous pouvez vous le doter, c'est un homme plus un Nepo baby, donc c'était très péjoratif la première fois où il en a parlé. Il emploie le terme féminisme du coup dans son pamphlet L'homme-femme de 1872, à travers lequel il va ridiculiser les hommes qui soutiennent les revendications féminines. Et oui, une des premières personnes à en parler, mais cette fois-ci de façon positive, de façon féministe finalement, c'est Hubertine Auclair, qui est une journaliste, écrivaine et militante française qui s'est battue en faveur du droit de vote des femmes. C'est un terme qui est souvent attribué au philosophe français Charles Fourier, qui proposait des écrits égalitaristes, mais qui n'a jamais mentionné le mot féministe. À l'origine, le féminisme c'était un mouvement revendiquant l'égalité civile et civique des femmes et des hommes. Par la suite, ce terme a évolué en mouvement revendiquant la liberté des femmes du système patriarcal. Mais d'ailleurs, le patriarcat, c'est quoi ? Mais dis-moi, Jamy. Le patriarcat, selon Larousse, c'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Maintenant, le mouvement féministe, il est souvent divisé en 3 périodes. La première période, ça va être du 19e au début du 20e siècle. À ce moment-là, les principales revendications, c'était notamment le droit de vote, les conditions de travail ou encore les droits à l'éducation pour les femmes et les filles. Par la suite, il y a eu une autre période entre 1960 et 1980 où cette fois on utilisait le féminisme pour dénoncer les inégalités des lois, les inégalités culturelles et remettre en cause la place de la femme dans la société. Et enfin, normalement, c'est la dernière période, mais en fait, beaucoup de gens la divisent en deux. C'est de la fin des années 80 au début des années 2000 tout d'abord. Il y a eu la continuation de cette seconde période, du coup, juste avant, qui a été une réponse à l'échec de cette dernière. Et le mouvement féministe de nos jours peut être considéré comme une 4e phase, mais est très généralement considéré comme la suite de cette 3e phase, puisque là on va parler du coup du mouvement MeToo, de la dénonciation dans de nombreux milieux, que ce soit sportif, au cinéma, dans des milieux médicaux, etc. Et du coup voilà, on tient encore une fois à préciser que là on parle de la vision occidentale. En France, on mentionne vraiment pas beaucoup les autres cultures et civilisations lorsqu'on parle de féminisme. Enfin, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, on m'en a jamais parlé en histoire des pays, que ce soit en Asie, par exemple. Ouais, pareil. Et en fait, généralement, on est amené à avoir un peu cette question, ce débat qui n'en est pas un. Est-ce que le féminisme est encore nécessaire ? Bah, la réponse est évidemment que oui, parce que quand on est en France, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que les inégalités existent toujours parce qu'elles sont entre guillemets moins explicites dans la société, je dirais. Mais il y a encore de nombreux pays où la femme, elle n'est pas perçue comme une personne pouvant choisir, penser et agir par elle-même. Je pense notamment du coup au Pakistan, à l'Irak, où les femmes n'ont même pas le droit de parler dans les espaces publics. Bah en vrai, c'est pas qu'elles ont pas le droit, mais c'est juste que peu de droits les protègent et c'est très mal vu, donc c'est dangereux pour elles. C'est vrai, ça. Il y a aussi des pays où la lutte féministe finalement a beaucoup avancé. Mais avec notamment ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte qu'il n'y a rien d'acquis. Mais oui, c'est une folie, franchement. Dans certains États, des livres sur le féminisme, le racisme ou les minorités sont retirés des écoles
Par exemple, The Handmaid's Tale, genre La Servante écarlate, c'est fou. Et il y a aussi des lois locales qui poussent les profs, par exemple, à éviter des mots comme le genre, le féminisme ou les discriminations. Franchement, depuis le recul du droit à l'avortement, il y a aussi des informations et des termes liés à la santé des femmes qui disparaissent dans les discours publics. Mais ça me fait penser aussi à Trump qui avait genre, je crois il a interdit certains mots qui mentionnent les femmes dans des textes de loi. Mais Ce qui oui, fait qu'il y a plein de lois où les femmes n'existent juste plus. c'est fou. Du coup maintenant, comme on t'a dit, on a essayé de structurer du mieux qu'on pouvait, donc on a décidé d'essayer de se centrer davantage pour la suite sur le féminisme en Asie. Alors évidemment l'Asie c'est grand, donc on fait comme on peut, on met des exemples pour illustrer certains propos, mais ça reste des explications assez vagues parce qu'on peut pas parler de tous les pays. Alors pour commencer, en Asie, les rôles genrés sont généralement profondément ancrés dans la société. Comme exemple, on va avoir par exemple le système des castes en Inde, je sais pas si tu connais, Non, moi je connais même pas. je connaissais pas du tout avant de faire les recherches non plus, qui divise la société du coup en groupes hiérarchisés. C'est basé sur l'hindouisme, il me semble, et en fait, ça fait que ce système de caste, pardon, est très genré. Il y a des mariages endogames qui sont mis en place, c'est-à-dire que en fait, tu dois te marier avec des personnes du même caste que toi. Waouh. Si tu te maries avec une personne d'un caste qui est considéré en dessous, par exemple, t'es genre impur, quoi, t'es un traître. Et les hommes, là-bas, sont considérés comme les défenseurs de l'honneur de leur femme, puisque cet honneur est perçu comme violé par le mariage entre castes, en fait. Les discriminations qui sont liées au système de caste, aujourd'hui, elles sont interdites en Inde, mais il faut savoir qu'il y a toujours un impact sur les interactions sociales. Elles ont toujours une importance, c'est-à-dire que même si tu dis « Oh ouais, mais faut pas discriminer les gens parce qu'ils sont considérés comme des nullos par rapport à toi », et bah ils seront toujours en train de les regarder mal dans la rue, en fait. Ouais, bah ouais. Ensuite, au niveau des ressources économiques et les opportunités d'emploi, dans beaucoup de pays asiatiques, ces dernières sont limitées pour les femmes, tout simplement. Ensuite, quand on parle de l'accès à l'éducation ou bien encore du droit de propriété, ces derniers sont également restreints, mais cette fois c'est un peu plus limité, ça dépend davantage des pays. Par rapport à l'éducation, il faut d'ailleurs souligner qu'il y a eu d'importants progrès, mais que des inégalités persistent. On va par exemple penser au Japon ou encore à la Corée, où les accès à l'éducation sont considérés comme entre guillemets égalitaires, parce qu'il y aura toujours des défauts, Bah ouais. mais que les femmes sont sous-représentées dans les études liées notamment à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Mais tu sais qu'on pourrait penser que non, mais en France, il y a aussi ce type d'inégalité. En France, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, les femmes représentent seulement environ 28% des étudiants en école d'ingénieur, alors qu'elles sont majoritaires à l'université quand même. C'est si peu. Mais oui, l'INSEE et Eurostat montrent aussi qu'elles sont qu'environ qu'un tiers dans les filières STEM, donc que tu as abordé juste avant, et à peine 15 à 20% à l'école polytechnique. Donc maintenant, je vais aussi citer quelques chiffres, quelques termes, etc. Les violences domestiques et l'harcèlement sexuel, le trafic d'humains sont un problème majeur face à des systèmes judiciaires inefficaces et des normes culturelles qui blâment les victimes et non pas les agresseurs. Donc là, évidemment, pour reprendre le contexte, juste on reparle de l'asile, Ouais. évidemment. Donc en gros, il y a la culture du viol qu'on retrouve absolument partout. Donc la culture du viol, c'est l'ensemble des agissements et des attitudes qui normalisent, minimisent, voire même encouragent le viol. De type, par exemple, mais tu portais quoi quand il t'a sifflé dans la rue, le mec là-bas? Ouais, c'est ça. Et il y a aussi une faible présence des femmes dans la politique. Cependant, il y a beaucoup de femmes très puissantes en Asie qui inspirent les mouvements féministes modernes comme Rani Lakshmibai en Inde, Empress Dowager Cixi en Chine, Sichi, je pense. Cixi, ouais, et la reine Seondeok en Corée. Donc après avoir abordé le féminisme en Occident puis ensuite le féminisme en Asie, maintenant on va vous parler du féminisme en Afrique. Donc tout d'abord, on va vous faire un petit résumé de l'évolution. En Afrique, le féminisme il s'est construit à partir de l'expérience concrète des femmes. Dès les années 50-60, pendant les luttes anticoloniales, les femmes sont très engagées, mais après les dépendances, elles réalisent que leur quotidien change pas vraiment en fait. Dans les années 70, la parole elle commence vraiment à se libérer, notamment avec des figures comme Awad Siam qui publie La parole aux négresses en 1978, et dedans elle parle ouvertement des violences et des oppressions.
Par la suite, du coup, dans les années 80-90, on va avoir des chercheuses comme par exemple Fatou Sow, qui est une sociologue sénégalaise, qui vont montrer que le problème ne vient pas seulement des lois, mais surtout des normes sociales et culturelles, et que sans changement des mentalités, en fait, les droits, ils restent théoriques. Et après, dans les années 2000, va y avoir un tournant avec l'adoption du protocole de Maputo en 2003. C'est un texte majeur sur les droits des femmes. Et par la suite, en 2006, il y a l'African Feminist Forum qui affirme un féminisme africain pensé par et pour les femmes africaines. Du coup, aujourd'hui, ce féminisme, il est porté par de nouvelles générations qui sont assez actives, vraiment très actives sur les réseaux sociaux, avec des mobilisations contre les violences sexuelles, les mariages précoces ou encore les féminicides. On va retrouver des campagnes, par exemple, comme le hashtag End Rape Culture en Afrique du Sud, ou encore le hashtag Bring Back Our Girls, qui était un hashtag qui a commencé après l'enlèvement de lycéennes au Nigeria par des combattants islamistes. Ces hashtags, du coup, montrent que la lutte continue et qu'elle est plus visible que jamais grâce à ces personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a plus de 130 millions de filles et de femmes qui ont été mariées avant 18 ans, ce qui empêche souvent l'accès à l'éducation et à l'autonomie. On parle toujours en Afrique, bien sûr. Plus de 79 millions de filles et de femmes en Afrique subsaharienne ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans, soit plus de 1 femme sur 5 dans la région. C'est énorme. Franchement, c'est terrifiant. Et enfin, les femmes représentent environ 27% des parlementaires en Afrique subsaharienne, toujours, même si certains pays comme le Rwanda dépassent largement ce taux. Alors, pour moi, il est aussi important de faire un point sur le côté juridique de tout ça. Donc, est-ce que les femmes sont-elles protégées par la loi ? La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, donc la CEDAW de l'ONU, protège les droits des femmes en Afrique, car la majorité ont signé des textes internationaux comme celui-ci, mais ils sont souvent mal appliqués en fait. Une femme sur 3 en Afrique subsaharienne est mariée avant 18 ans. Tu vois, ça par exemple, ça fait 2 fois qu'on parle des mariages avec les mineurs, et on pense que c'est dans des pays dont on n'entend pas trop parler, etc. Mais par exemple, il faut savoir que le mariage avec les enfants est toujours légal dans 40 États des États-Unis. Du moins, c'était 40 en 2023 d'après Radio France. Je sais pas s'il y en a un petit peu moins depuis. Vu comment ils repartent en arrière, ça m'étonnerait. Il y en a peut-être même plus. Mais c'est pour dire que c'est vraiment, même dans les pays qu'on voit comme davantage progressistes ou autres, quoi. Ouais. Dans plusieurs pays, des exceptions légales permettent encore ces mariages, comme par exemple des accords parentaux, les juges, les coutumes. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Soudan du Sud ou la Gambie, le viol conjugal, le viol pendant le mariage, n'est pas clairement condamné par la loi, car le mariage est encore parfois considéré comme un consentement automatique. Il existe aussi des lois et des normes coutumières qui désavantagent les femmes dans le mariage, le divorce, la garde des enfants, la propriété et l'héritage. Non, absolument tout, finalement. Oui, vraiment. Je voulais aussi faire un point sur Fatou Sow, du coup qu'on a abordé tout à l'heure, qui est une sociologue sénégalaise. Donc en gros, elle défend l'idée que le féminisme africain doit être pensé par les femmes africaines elles-mêmes, en tenant compte de leur réalité culturelle, sociale et économique, et pas recopier le système occidental. Ces recherches montrent donc que tant que les mœurs n'évoluent pas dans ces pays, la justice ne suivra pas. Du coup, moi, par la suite, c'est pas exactement en lien direct avec ce que tu viens de dire, mais je voulais aussi aborder autre chose. J'ai trouvé un article d'Amnesty qui était très intéressant, et je voulais parler du fait que le viol était souvent utilisé comme une arme de guerre. Et je l'ai inclus dans cette partie parce que l'exemple qui a été pris dans l'article, c'était une guerre dans le nord de l'Éthiopie. J'étais absolument pas au courant qu'il y avait une guerre en Éthiopie, voilà, on est au courant de rien en France. Vraiment. Amnesty décrit d'ailleurs cette guerre comme un des conflits les plus violents et meurtriers de la planète. Faut savoir que les femmes, du coup, en Éthiopie, sont victimes de viols en réunion, d'esclavage sexuel, de mutilations sexuelles et de grossesses forcées. Et du coup, toutes ces formes de violences sexuelles sont utilisées comme des armes de guerre, l'objectif étant d'infliger des préjudices, que ce soit physiques ou psychologiques, durables aux victimes, afin de pouvoir détruire les individus et les communautés, et de mieux les persécuter finalement. Ils font tout ça pour blesser, humilier, punir et terroriser, et ces actes monstrueux sont généralement accompagnés d'insultes racistes, évidemment. Et il faut savoir que les femmes sont vraiment pas protégées, et finalement ça rejoint un petit peu le cadre juridique que tu as mentionné juste avant, parce qu'en 2023 ils avaient signé un accord de paix
D'après ce que j'ai compris, il n'a pas été respecté longtemps. Mais il faut savoir que pendant cet accord de paix, les femmes, elles étaient toujours victimes de ces violences et qu'en fait, ça ne s'arrête jamais pour elles. Ouais. Donc finalement, à la question « le féminisme est-il toujours nécessaire aujourd'hui ?», je pense que la réponse est évidemment oui. Pour ceux qui auraient pensé que non, j'espère qu'on a su vous convaincre avec les petits faits historiques, ainsi que les chiffres, ainsi que tout simplement l'état du monde actuel. Et c'est aussi important du coup de rappeler que le féminisme, c'est nécessaire que ce soit en France où nos droits sont censés être plus ou moins protégés, que même en Afghanistan où par exemple les femmes ne peuvent pas parler sur la place publique sous peine de se faire tabasser par les autorités. C'est ça. Même s'il y a des pays où le féminisme doit encore avancer, comme par exemple en Afrique, en Asie, comme on l'a vu, dans les pays occidentaux où le féminisme est dit avancé, il y a quand même beaucoup de choses à faire parce qu'on voit que les droits des femmes régressent, ont tendance à régresser, à être menacés même, à disparaître. Donc c'est d'autant plus important justement de faire véhiculer ce message et de se battre en fait pour les femmes. Et bravo au Salcom, bien sûr. Évidemment. Donc voilà, c'était notre premier épisode pour notre podcast Women Care. Voilà, on était très stressés. Oui, donc, je pense que ça s'entend un petit peu. C'est à prendre en compte, voilà. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Et puis du coup, on espère qu'on aura réussi à vous apprendre certaines choses et que vous avez trouvé ça intéressant. Ouais, on espère que l'écoute était agréable. Et enfin, n'hésitez pas à aller voir notre Instagram, Women Care Podcast, sur lequel on va poster des œuvres culturelles en lien avec les thèmes qu'on va aborder, des relais des associations, que ce soit roubaisiennes ou lilloises, que ce soit en lien avec l'université ou pas. Ça peut toujours être intéressant et on espère vous avoir diverti, voilà. Gros bisous à tous. Au revoir. Au revoir.